a quelques jours, la télévision rwandaise a organisé un débat autour du thème la balkanisation de la RDC, mythe ou réalité. Ce débat, qui n'a connu que la participation des journalistes et autorités politiques rwandaises, dont le ministre des Affaires étrangères, a donné comme réponse que la balkanisation de la RDC était un mythe des Congolais. Les orateurs de ce jour ont brillé par des propos arrogants, on ne peut plus méprisants, truffés d'une attitude de condescendance et d'orgueil à l'égard du peuple congolais. Je ne débattrai pas sur ça. Mais je renvoie tous ces prétentieux à l'avertissement biblique dans le livre de Proverbes au chapitre 16, verset 18, qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Je vous laisse méditer là-dessus. Mais vous avez dit dans vos débats que la balkanisation de la RDC, c'est un mythe des Congolais. Et que ce mythe était entretenu par des gens, des nostalgiques, dont particulièrement un certain Honoré Mbanda. Je voudrais plutôt vous dire une chose. Ma réponse à votre problématique est la suivante. La balkanisation de la République démocratique du Congo n'est pas un mythe des Congolais. Loin s'en faut. C'est une obsession de vous, les Rwandais. La balkanisation du Zaïre, du Congo, est une obsession des Rwandais. Ce n'est pas un mythe des Congolais. Et au lieu de plastronner seulement dans une attitude d'orgueil et de supériorité, de mépris, j'aurais aimé que votre débat se concentrera sur les faits concrets. Moi, je vous invite aujourd'hui à concentrer les discussions et les débats sur les faits concrets, sur les documents, à faire un débat de responsables, parce que j'ai vu des ministres dans ces débats, donc faisons le débat des responsables. Il s'agit de la survie d'un État, de l'État du Congo. Alors moi, je vous propose, moi j'avais cru que vous alliez certainement sortir des documents qui vous accusent, des faits qui vous accusent, pour montrer que ces documents et ces faits sont faux. Et c'est l'imagination des Congolais. Pour dire qu'il s'agit des mythes des Congolais, il faut montrer que ces documents et ces faits sortent de l'imaginaire des Congolais. Mais moi, je vais vous citer par exemple quelques documents aujourd'hui. Et vous dire si ces documents-là sortent de l'imaginaire des Congolais. Et ce sont sur ces documents que nous pouvons débattre. Parce que c'est ça qui montre la réalité du danger de la balkanisation de la République démocratique du Congo à cause de l'obsession qui vous habite au Rwanda. Moi, je prends le premier document que je vais vous proposer quelques documents et quelques faits. Quand je prends le premier document,
le communiqué officiel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, communiqué adressé aux réfugiés rwandais de Lemera, de Mulenge et de Katobo en 1960. Et ce document, je le produis dans ce livre, qui a été écrit depuis 2004, ça fait 15 ans. Ce document est un document officiel de l'ONU. Et dans ce document, il nous prouve clairement que les réfugiés rwandais, en 1960, étaient accueillis dans les sites de Lemera, de Katobo et de Mulenge. Alors maintenant, la question des débats que nous pouvons avoir, c'est que comment le nom du site qui a accueilli les réfugiés rwandais est devenu le nom d'une ethnie des Rwandais. Voilà le vrai débat. Et ça, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Comment le nom d'un site Mulenge qui a accueilli les réfugiés en 1960 est devenu en 1980 le nom d'une soi-disant ethnie rwandaise au Congo. Par quel processus? Débattons là-dessus. Je vous propose un deuxième document de débat. L'ordonnance loi numéro 1972/002 du 5 janvier 1972, qui a été initiée par un originaire du Rwanda, Barthélemy Bisengimana, et signée par le président Mobutu. Barthélemy Bisengimana, c'est un originaire du Rwanda. Il a terminé ses études à Lovanium. Il a été engagé à la présidence de la République par le secrétaire général Gérald Kamanda Kamada en 1966. Il a été engagé comme conseiller chargé des affaires énergétiques et minières. Il a été responsabilisé même comme chef de pool des conseillers dans ce domaine. En 1969, sur proposition de l'intendant à la présidence, colonel Fouis de Tembosch, un Belge de la famille royale, le président Mobutu nomme votre frère directeur du cabinet, Bisengimana Rwema. En 1972, le 5 janvier, il lui propose au président Mobutu une ordonnance pour donner la nationalité zaïroise à tous les Banyarwanda qui habitaient le Congo. C'est un document qui existe, il est là. Question maintenant, Barthélemy Bisengimana, originaire du Rwanda, un grand ingénieur, un brillant ingénieur, un intellectuel, pourquoi a-t-il proposé au président Mobutu l'ordonnance pour accorder la nationalité congolaise zaïroise uniquement aux Banyarwanda en 1972, et il ne l'a pas fait pour les Bafulio, il ne l'a pas fait pour les Nande, il ne l'a pas fait pour les Ngbandi, il ne l'a pas fait pour les Baluba, il ne l'a pas fait pour les Bakongo. Pourquoi seulement aux Banyarwanda? Si tel est que, comme vous le dites, les Banyarwanda étaient tous des Congolais depuis des siècles. Trouvez-vous une logique? Est-ce que vous trouvez que cela est de l'imaginaire des Congolais? Selon votre débat, répondons, prenons les vrais cas et posons une deuxième question. Dans cette ordonnance du 5 janvier 1972, Bisengimana n'utilise pas le terme ethnie Banyamulenge. Et vous dites qu'ils sont là depuis des siècles.
Mais pourquoi il n'a pas utilisé ce vocable? Je prends un troisième document. La lettre que vos propres frères Banyamulenge, les Banyarwanda, ont écrit le 20 juin 1981 pour protester lorsqu'on leur a retiré cette nationalité par le comité central du MPR en 1980. Dans cette lettre, ils affirment d'abord qu'ils se sont référés, cette lettre est dans l'annexe numéro 1 de ce livre, Crimes organisés en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux. Ça fait 15 ans. Et quand ce livre est sorti, vous avez essayé de le rappeler pour acheter, pour faire disparaître les documents. Mais avec Charles Onana, qui était mon éditeur, nous avons bloqué au niveau des librairies. Si les documents qui étaient là étaient faux, vous m'auriez porté plainte. Mais vous avez essayé plutôt de faire disparaître le livre. Et ce document dont je parle est là, c'est l'annexe numéro 1. Là-dedans, vos frères disent, nous nous sommes référés au président Abiyarimana, qui soutient notre action. Comment donc? Si vous êtes des Congolais depuis des siècles, pour quelle raison vous devez vous référer à un président rwandais pour vous soutenir? Nous avons eu des problèmes avec nos frères à l'intérieur du pays, les Lunda, les Baluba, les Lulua et tout ça. Ils ont eu des problèmes les uns les autres et des conflits internes, mais ça a été réglé. On n'a pas vu les Lunda aller chercher l'appui du président angolais ou du président zambien, ou bien les Baluba aller chercher l'appui de je ne sais quel président tanzanien ou le président zambien. Mais pourquoi vous vous référez au président rwandais pour avoir l'appui pour un problème interne dans votre pays? Question. Ça, ce n'est pas de l'imaginaire des Congolais. C'est vous. Et dans votre lettre, dans cette lettre qu'ils ont écrite au secrétaire général de l'ONU, parce que vous dites que la balkanisation, c'est l'imaginaire des Congolais, je voudrais vous dire, si le paragraphe que je vais vous lire est aussi un mythe des Congolais. Les Banyarwanda qui ont écrit cette lettre ont dit ceci. Ils ont dit au secrétaire général de l'ONU, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour qu'en accord avec les populations des zones, l'autodétermination soit organisée dans les zones de Goma, Ruchuru, Walikale, Masisi, Kale et Ijui, qui, après le référendum sous l'égide des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, constituera un État à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale. Messieurs, mes voisins rwandais, cette demande-là, vous appelez ça en français quoi? Ce n'est pas de la balkanisation? Ce n'est pas de la sécession? Donnez-moi peut-être le nom en Kinyarwanda. Et c'est ça l'imaginaire des Congolais? C'est ça que moi je réponds. C'est votre obsession à vouloir prendre une partie de notre pays frauduleusement. Et nous avons droit de pouvoir nous défendre. J'ai le devoir de réveiller mes frères congolais pour dire faites attention, on veut nous prendre notre pays. Et vous dites toujours, comme j'ai posé la question précédemment, ceux qui ont signé cette lettre en juin 1981, ils l'ont signé comme les populations originaires du Rwanda. Pourquoi ne l'ont-ils pas signé comme les Banyarwanda, les représentants de l'ethnie Banyarwanda? Question. Est-ce mythe? Est-ce réalité? C'est à vous maintenant de me répondre.
Je prends un quatrième document. Il s'agit de la lettre de l'administrateur de Minembwe 1, parce qu'il y a eu Minembwe 1 et Minembwe 2. La lettre du 20 février 2004 de l'administrateur Mugabe, Théo Rouserukwa, qui a écrit à son frère Ruberwa Azarias, qui était vice-président. Et ce document, qui est toujours dans ce livre, annexe numéro 17, c'est l'annexe numéro 17. Ce document fait état d'une réunion. Et ce document a été publié, cacheté, ce document, cette lettre, cachetée. Ça n'a pas été contesté. Et il fait lui-même, il informe Ruberwa de la réunion qui a eu lieu à Kigali le 6 janvier 2004, présidée par Paul Kagame. Cette réunion, selon votre propre lettre, avait 4 objectifs. Premier objectif, implanter le territoire de Minembwe. Deuxième objectif, imposer l'autorité du Rwanda sur le site Kivu. Troisième objectif, contrôler le lac Tanganyika et le lac Kivu. Et quatrième objectif, contrôler les minéraux dans les provinces du sud Kivu. Est-ce un mythe des Congolais ou la réalité d'une obsession rwandaise? Débattons. Je prends un 5e document. La lettre du ministre de la Défense du Rwanda, écrite le 12 août 2004, adressée, tenez-vous bien, au commandant de la région militaire de Goma, en République démocratique du Congo, qui se trouvait être un Rwandais, Obedi. Et dans cette lettre, vous l'informez qu'on met à sa disposition un groupe important de militaires Banyamulenge qui viennent de terminer leur formation. Vous mettez ces militaires, ils ont eu leur formation en Rwanda et vous les mettez à la disposition du général rwandais qui est dans l'armée congolaise à Goma. Si vous n'appelez pas cela occupation, donnez-moi un nom en Kinyarwanda. C'est là les faits sur lesquels nous pouvons débattre. J'ai des dizaines de documents. Des dizaines, j'ai dit bien des dizaines de documents. Mais je termine par un autre document. Le document qui vient de votre président, Paul Kagame, coécrit avec le président Museveni. Les conditions de cesser le feu qu'ils ont adressées au président Mobutu. Messieurs, quand un pays, le gouvernement d'un pays adresse les conditions de cesser le feu, c'est-à-dire il reconnaît que c'est moi qui fais la guerre dans ce pays. Ce n'est pas un observateur qui impose les conditions de cesser le feu. Ils ont écrit au président Mobutu pour imposer leurs conditions de cesser le feu. C'était déjà le 4 novembre 1996, quelques mois après le déclenchement de l'agression du Zaïre. Les deux présidents que j'ai cités m'ont remis ce document personnellement à Kampala, après un entretien de 2 heures que j'ai eu avec eux. Et ce document, je l'avais remis sur autorisation du président Mobutu à l'Union européenne. Dans ce document, les 12 conditions de cesser le feu, ça se trouve, je l'ai produit dans mon livre ici, Ainsi sonne le glas. Annexe numéro 1.
Ça se trouve là-dedans. Et ce livre est sorti depuis 1998, 21 ans aujourd'hui. Vos présidents sont vivants. Ils ne peuvent pas le contester parce que c'est un document officiel. Ça, c'est entre les mains de la communauté internationale. Donc, sur le point numéro 5, messieurs, quelle est la condition numéro 5 pour le cessez-le-feu, pour que le Rwanda et l'Ouganda arrêtent la guerre? Ils ont dit que le gouvernement du Zaïre restitue la nationalité aux ayants droit Banyamulenge. Point numéro 5. Est-ce que c'est ça le mythe ou c'est la réalité? Votre chef d'État a posé comme condition: on arrête la guerre si vous restituez la nationalité aux Banyamulenge. De quel droit, si les Banyamulenge sont des Congolais à part entière, pour quelle raison deux présidents Tutsi se mettent ensemble pour imposer comme condition qu'on leur restitue une nationalité qui leur a été accordée indûment parce qu'elle n'a pas respecté la procédure prévue par la loi du Zaïre? Mythe ou réalité? Débattons. Ce sont là les réalités. Il ne faut pas plastronner pour tout simplement dire ce sont des nostalgiques. Non. Et si nous devons considérer des faits, les faits historiques qui sont là, je prendrai les déclarations de vos deux chefs d'État que je viens de citer, Museveni et Kagame, dans le documentaire Afrique en morceaux. Ils reconnaissent, ils décrivent eux-mêmes comment ils ont préparé cette guerre pour défendre les Banyamulenge. C'est là-dedans. Si les Banyamulenge étaient des Congolais, pourquoi ils ne le font pas pour défendre les Nandé, les Bafuliro et tous les autres qui sont là? Ils s'intéressent qu'aux Banyamulenge. Parce qu'ils sont des Banyarwanda, des Tutsis Banyarwanda comme eux. Et ils s'en servent pour pouvoir occuper le terrain. Ce n'est pas un mythe, messieurs. C'est votre obsession à occuper nos terrains. Nous ne vous refusons pas de venir habiter chez nous. Mais nous voulons que cela se fasse selon les normes internationales qui respectent la souveraineté de chaque pays. Nous prenons des faits. James Kabarebe, dans le même documentaire Afrique en morceaux, il a reconnu avoir ordonné le bombardement des camps de Sake et de Mugunga. Ce n'est pas une agression? Si ce n'est pas une agression, donnez-moi un autre mot en Kinyarwanda. Et lui-même, James Kabarebe, il s'est retrouvé comme Congolais à la tête de l'armée congolaise. Vous pouvez m'expliquer cela? C'est un mythe des Congolais ou une réalité? Il est redevenu Rwandais par quel processus? Il était devenu Congolais par quel processus? Il est redevenu Rwandais par quel processus? Parce que le Congo, ce n'est quand même pas une pétaudière. Kundabatware, le général Kundabatware se trouve où? Au Rwanda. Est-il là-bas au Rwanda comme Rwandais ou comme Congolais? S'il est là-bas comme Congolais, renvoyez-le nous. Mais s'il est là comme Rwandais, par quel droit il était devenu Congolais pour mener une soi-disant rébellion? Bosco Ntaganda, à la CPI, il a été jugé en Kinyarwanda comme Rwandais. Par quelle magie était-il devenu général congolais? Ce n'est pas un mythe, messieurs, ce sont des réalités. Et si nous devons regarder les nombreux assassinats des évêques comme Muziri Irwa et tous les autres, les abbés et les religieuses, que vos armées ont assassinés chez nous, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et si nous devons voir sur le plan économique, aujourd'hui le Rwanda figure parmi les grands exportateurs du coltan. Bravo! Vous pouvez nous citer le gisement du coltan sur le territoire rwandais et nous en donner la quantité?
vous avez fabriqué l'usine de traitement de coltan. Avec quelle matière première, monsieur? L'usine de fabrication de l'or, avec quelle matière première, monsieur? Voilà les faits sur lesquels on peut débattre. Si vous voulez savoir si la balkanisation du Zaïre, l'occupation de la RDC est un mythe ou une réalité, je vous donne des pistes, des débats d'hommes sérieux, des responsables. Si des responsables veulent débattre, ils doivent débattre sur des dossiers, sur des documents valables, pas sur les élucubrations. Et pour clôturer le tout, vous exaltez comme référence les propos stupides tenus par Félix Tshisekedi pour dire leur propre président a même reconnu que les Banyarwanda, les Banyamulenge sont des Congolais. Messieurs, j'aimerais simplement vous dire une chose. Il est vrai, le monde entier le sait et nous les Congolais le premier, que si aujourd'hui votre pays, le Rwanda, a mis le grand Congo à genoux, c'est à cause de la médiocrité intellectuelle, morale, spirituelle des dirigeants de l'élite politique congolaise. Mais, aujourd'hui, je voudrais vous dire que la jeunesse congolaise est debout. La jeunesse congolaise a saisi le message. Le message que nous avons envoyé pendant 20 ans, cette jeunesse congolaise vient d'en saisir. Et cela vous fait maintenant peur. Parce que cette jeunesse est debout pour combler la médiocrité et au déficit de la classe politique congolaise. Elle est debout. Si vous me stigmatisez, mais c'est parce que vous savez que le message que vous avez négligé, que vous avez méprisé pendant des années, vous aviez cru que les jeunes Congolais ne l'accepteraient pas. Mais maintenant, la jeunesse congolaise de l'extérieur et de l'intérieur a reçu ce message et il est debout. Et cette jeunesse-là est prête à défendre sa souveraineté, à rétablir sa dignité. Vous avez dit, on aurait un mandat nostalgique? Je vous réponds oui. Je suis nostalgique. Nostalgique du grand Zaïre, uni et fort au cœur de l'Afrique. Je suis nostalgique de ce peuple, hier fier, grand, au cœur de l'Afrique et dans les Grands Lacs. Oui, je suis nostalgique de ce grand Zaïre qui rassemblait les pays des Grands Lacs et les pays de l'Afrique centrale, dans l'unité des frères africains pour un grand développement. Oui, je suis nostalgique. Mais aujourd'hui, grâce à la jeunesse congolaise, messieurs, je vous annonce que nous allons rebâtir un pays plus beau dans la paix. Et notre que cela vous fasse peur ou pas, cela va.